bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter comment sécuriser l'API grâce à JWT. Donc on va tout de suite passer à l'ordre du jour. Donc cette présentation, on va pouvoir la découper en 3 grandes parties. Une partie d'introduction, on va pouvoir ensemble comment on va pouvoir définir une API web. On va voir quelles solutions s'offrent à nous pour pouvoir les sécuriser. Ensuite, je vous parlerai de JWT, donc je vous présenterai le concept et à l'aide d'un exemple concret, on va voir plus en détail comment ça fonctionne. Et pour finir, on verra comment on va pouvoir l'intégrer dans un projet Symfony. Donc avant tout ça, je vais me présenter encore un peu plus. Donc comme il l'a dit, je suis architecte technique chez Webnet. J'ai eu la chance de travailler sur des projets Symfony 2 depuis la sortie du framework en fait. Donc du coup, ça fait plus de 5 ans d'expérience. Et du coup, les clients, quand ils viennent voir Webnet aujourd'hui, de plus en plus, ils ont des applications mobiles qui vont de pair avec leur site. Donc nous, on est amené à développer de plus en plus d'API. Et du coup, je vais vous présenter comment bien les sécuriser. Vous avez mon Twitter ici, donc, pour ceux qui veulent me suivre. Donc, on va tout de suite passer à notre première partie d'introduction. Donc, on va commencer par définir une API web. Donc, une API web, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de web services qui va exposer de l'information d'une société. Cette information, elle est potentiellement critique. Mais au-delà de ça, elle permet également de manipuler cette information. Donc, on va pouvoir ajouter, éditer ou supprimer cette information. Et sa nature permet des échanges entre serveurs informatiques. Du coup, ça permet de faire des appels en masse. Ce qui implique quoi? Ce qui implique, dans un laps de temps très court, on va pouvoir récupérer l'intégralité des données. Et si votre API n'est pas sécurisée, quelqu'un de mal intentionné va pouvoir s'amuser à supprimer l'information ou à modifier l'information et du coup rendre vos données inutilisables. Donc ça peut être, donc c'est vraiment un point important et voire crucial pour toute API, c'est vraiment de commencer par la sécuriser et ce dès la phase de développement. D'autant plus que les API sont de plus en plus publiques, donc accessibles depuis le web, justement pour pouvoir répondre à la problématique des applications mobiles. Donc si on revient à notre définition, une API web elle est normalement stateless, donc sans état. Qu'est-ce que ça signifie? Ceci est d'autant plus vrai que si on veut être RESTful, parce que c'est une des caractéristiques de ce type d'API. Donc, qu'est-ce que ça signifie, stateless? Ça signifie qu'on ne fait pas appel au mécanisme de session, que chaque appel est isolé, c'est-à-dire qu'on ne dispose pas du contexte des appels précédents lors d'un appel. Du coup, ça a un avantage parce que notre API elle sera scalable plus facilement vu qu'on n'utilise pas de la session. Donc on n'a pas besoin de faire de sticky session ou de serveur Redis ou de serveur Memcache. Mais du coup, ça a un impact sur l'authentification parce que l'utilisateur devra s'authentifier à chaque appel. Et quitte à transmettre de l'information à chaque appel et à véhiculer des informations qui sont potentiellement critiques, la première chose qui est vraiment indispensable, c'est de procéder, de mettre en place le protocole HTTPS. Ça va rendre ainsi, ça va rendre plus compliqué la capture des informations échangées. Et du coup, éviter des attaques du type man in the middle, par exemple. Donc maintenant qu'on a pu définir une API web, on va voir comment on va pouvoir, quelles solutions s'offrent à nous pour pouvoir sécuriser. Pardon. Donc beaucoup d'API ont utilisé une authentification basée sur la session au départ. Donc comment ça marche? Notre utilisateur il va se connecter via son login mot de passe habituel sur le serveur. Côté serveur, on va l'identifier, on va générer un ID de session. On va retourner une réponse à notre utilisateur qui contient cet ID-là, et côté utilisateur, on va le stocker dans un cookie. Tous les appels suivants, c'est grâce à cette ID de session que l'utilisateur sera identifié sur le serveur. Mais on a quelques inconvénients à cette solution. La première, c'est que le code core et les cookies rencontrent souvent des problèmes d'incompatibilité s'ils ne sont pas sur le même domaine ou la même plateforme. La seconde chose, c'est en termes d'évolutivité, la session elle doit être stockée quelque part sur le serveur. Et on a vu tout à l'heure qu'idéalement, une API web devait être stateless, donc pas de gérer de mécanisme de session. Et du coup, dans ce cas précis, l'application elle sera plus difficilement scalable. On a également une autre solution qui permet de sécuriser une API web, qui est encore aujourd'hui très utilisée, c'est l'authentification basée sur les clés d'API. Donc, comment ça marche? C'est très simple, on va générer une chaîne aléatoire qui est plus ou moins grande en fonction de l'application. On va l'associer à un compte utilisateur. Et l'utilisateur devra utiliser cette clé d'API pour s'identifier auprès du serveur, à chaque appel. Donc il pourra envoyer l'information soit en query string, soit en post, en header, enfin, il y a plein de façons possibles. Donc l'avantage, c'est qu'on n'utilise pas de session, c'est un point positif. Par contre, on va devoir gérer les clés en base de données.
Par exemple, on va rajouter une colonne API Key dans notre table utilisateur et on va l'associer à chaque utilisateur. Au-delà de ça, cette méthode, elle n'implémente pas de mécanisme d'expiration. Donc notre token, il sera valable indéfiniment. Et ça peut être problématique si cette clé venait être, si quelqu'un a utilisé cette clé à des fins, pour pouvoir hacker un système, quoi. Je suis désolé. Donc le seul moyen d'invalider d'invalider une clé d'API, ça va être de côté application, on va devoir générer une nouvelle clé, la rassocier à un nouvel utilisateur et devoir la distribuer à tous les utilisateurs qui l'utilisent. Donc ça peut être contraignant. Et dernier point, le token n'est pas exploitable. Donc le token, c'est vraiment une chaîne qui a été générée aléatoirement. Elle n'a aucune signification. Donc le client, il ne va pas pouvoir l'utiliser. Le serveur, il pourra l'utiliser juste pour l'associer à un compte utilisateur, mais il ne pourra rien faire d'autre. Donc maintenant qu'on vient de voir ces deux solutions-là, si on essaie d'idéaliser une solution, qu'est-ce que ce serait? Premièrement, il faudrait qu'elle soit stateless, donc pour rappel, sans état, pas de mécanisation, appel isolé, authentification à chaque appel. Ensuite, elle devrait gérer l'expiration. Donc idéalement, un token devrait être généré à la demande et uniquement valable sur un laps de temps donné. Et dernier point, cette solution devrait être autoporteuse et sécurisée. Donc ce que j'entends par là, c'est que le vecteur d'authentification qui contient les données qui vont permettre au serveur d'identifier l'utilisateur devront à la fois pouvoir être lisibles par le client et par le serveur. Donc on y reviendra un peu plus tard. Donc ce qui m'amène à ma deuxième partie, où je vais vous parler de JWT, qui, vous allez voir, reprend l'ensemble de notre solution idéale. Donc, première phase, on va passer à la présentation. Donc JWT, qu'est-ce que c'est? C'est un standard industriel qui repose sur une RFC. Donc pour les curieux, c'est la 7519. Ça permet, entre autres, de fournir un mécanisme d'authentification fiable pour l'ensemble des transactions web vers un ensemble de web services. Son principe, il est simple, il repose sur un token qui va contenir les données, qui vont permettre qui va permettre au serveur d'identifier l'utilisateur courant, mais qui va également pouvoir contenir d'autres données qui vont pouvoir servir au client et au serveur. Donc on vous verrez tout à l'heure avec un exemple plus concret, ça vous parlera un peu plus. Donc notre token, il va être sécurisé et on aura deux possibilités pour le faire. Soit on va pouvoir le signer à l'aide de JWS, donc JSON Web Signature, donc c'est la RFC 7515. Soit on va pouvoir le chiffrer avec JWE, donc JSON Web Encryption, c'est la RFC 7516. Et pour finir, il fournit nativement un système d'expiration, donc on va pouvoir donner une durée de vie limitée dans le temps à notre token. Donc à quoi ça ressemble? Un token ressemble à ça, donc c'est une longue chaîne de caractères. On va pouvoir quand même la couper en trois parties, à l'aide des deux points que vous voyez là. Donc si on se concentre sur notre première partie, cette partie correspond à ce qu'on appelle le header. Donc le header, donc ça c'est la représentation d'un base 64 URL en code d'un objet JSON. Cet objet JSON, il va contenir deux propriétés, donc une propriété type, qui correspond au type de jeton utilisé, donc ici c'est un jeton JWT, et une deuxième propriété qui est alg pour l'algorithme de hachage qui sera utilisé. Là on a défini HS256, on verra plus tard à quoi ça correspond. Donc comme vous pouvez remarquer, les propriétés elles font que 3 caractères, c'est voulu, c'est fait exprès, c'est pour que le JSON soit vraiment le plus compact possible, parce que derrière ça sera un base 64 URL de ce JSON là, et plus notre chaîne est courte, mieux c'est, parce que l'ensemble de cette chaîne là va transiter lors de tous nos échanges. Donc plus on a une chaîne courte, mieux c'est. Notre deuxième partie correspond au payload, donc c'est ce qui va contenir les propriétés de notre jeton. Donc on a 3 types de propriétés possibles. On a des propriétés privées, des propriétés publiques et des propriétés réservées. Les propriétés réservées, c'est une liste finie. Donc la première, c'est le sub, qui correspond au sujet. Donc on va pouvoir y stocker l'identifiant qui va permettre au serveur d'identifier l'utilisateur courant. Donc on va pouvoir y stocker par exemple l'ID de l'utilisateur ou son email, ou voilà, enfin ça dépend vraiment de chaque application. On a un deuxième attribut qui est exp, donc pour l'expiration time. Si on définit une date, donc la date c'est un timestamp. Si on définit un timestamp si on définit une valeur sur cet attribut-là, au moment de la validation du token, on va tout de suite savoir s'il est expiré ou pas. On a une propriété NBF, donc pour not before. Donc là, à l'inverse, notre token sera valable à partir d'une certaine date donnée. Pareil, c'est un timestamp. Troisième propriété, c'est la propriété IAT.
Donc là, du coup, c'est pour issued at. Donc là, c'est une valeur qu'on va générer lorsqu'on va générer notre token. Et du coup, ça va permettre de dater notre token. Une autre propriété qui est la propriété is pour issuer. Donc là, on va pouvoir dire qui est l'émetteur du token. Une propriété odd pour audience qui va permettre de définir qui est le destinataire de mon token. Et la dernière propriété, c'est la propriété JTI qui permet de définir un identifiant unique pour un jeton JWT. Donc, l'ensemble de ces 7 propriétés est complètement facultative. JWT n'impose rien. Donc à vous, c'est au développeur qui a libre choix d'utiliser ou pas ces propriétés-là. Et encore une fois, comme vous voyez, toutes les propriétés font 3 caractères, même logique que tout à l'heure, c'est pour avoir un JSON le plus compact possible. Donc si on revient sur notre exemple, moi dans mon exemple j'ai utilisé 2 propriétés réservées, donc sub et expiration. Dans le sub j'ai mis l'ID de mon utilisateur, et dans l'expiration j'ai mis le timestamp à laquelle mon token ne sera plus valable. Mais j'ai également utilisé 2 propriétés privées cette fois-ci. Donc c'est moi qui ai choisi de nommer les propriétés. Et donc là j'ai envoyé le name pour le nom, prénom de mon utilisateur et ses rôles. Et du coup ça va permettre à mon client de pouvoir récupérer ces valeurs-là sans avoir à faire de requêtes supplémentaires. Et notre troisième partie, donc, qui correspond à la signature. Donc là, on va utiliser l'algorithme de hachage qui a été défini dans la première partie. Donc HS256 pour hashmac SHA-256. Donc c'est une signature qui est basée sur une clé secrète. Donc l'algorithme, il est très simple. Il prend en compte 2 paramètres. Le premier paramètre, c'est un base64 URL encode du header et du payload concaténé par un point. Et un deuxième paramètre, c'est notre clé secrète. Donc, certains vont pouvoir me demander à quoi ça sert de signer mon token. Ben, la première chose, c'est que vous voyez cette chaîne-là, j'ai juste à faire un base64 URL décode sur chaque partie et j'ai ce qu'il contient. Donc, si quelqu'un arrive à intercepter un token entre un client et un serveur, il va pouvoir modifier les données au niveau du sub, il va modifier l'ID, il va pouvoir essayer de se connecter en tant que quelqu'un d'autre. Et ben, grâce à cette signature, on va vérifier que les données n'ont pas été altérées. Du coup, si les données ont été modifiées, bim, il va rejeter directement. Et voilà. On a 3 algorithmes de hachage possibles pour signer un JWT. Ils sont tous les 3 basés sur le framework JOSE, donc JavaScript Object Signing and Encryption. Donc on vient de voir le hashmac SHA en 256 bits, mais il existe également en 384 bits et en 512 bits. On a un deuxième système, donc là c'était clé secrète, basé sur une clé secrète. Deuxième algorithme, c'est RSA plus SHA. Donc là, on est sur une signature basée sur une clé publique, clé privée. Il existe également en 256 bits, 384 bits et 512 bits. Et on aura une troisième possibilité pour signer nos objets. C'est le CDSA plus SHA. Donc là, du coup, on est sur une signature numérique basée sur une clé publique. Et il existe également en 256 bits, 384 bits et 512 bits. Donc un des reproches qu'on pourra faire à JWT, c'est qu'il laisse libre choix au développeur de choisir lui-même son algorithme de hachage. Et le développeur, ce n'est pas forcément un expert en sécurité. Si par exemple il choisit l'algorithme hashmac plus SHA et qui définit une clé secrète super courte, et ben, du coup il est sujet à des attaques de type brute force. Il y a une autre faille possible, c'est que le développeur, on sait très bien que dans la majorité des cas, il est super feignant. Si, pour ne pas utiliser l'algorithme RSA plus SHA où il faut générer une clé publique, clé privée, enfin c'est pas très compliqué, mais il y a quand même quelques actions à faire, il va pouvoir dire bon je le ferai plus tard. Dans mon algorithme ici, je définis un known, comme ça je ne signe pas mon token. Donc là du coup, il n'y a pas de vérification de signature. Et notre token il sera toujours valable. Et on fait ça en dev parce qu'on dit ouais, on fera ça plus tard, et puis finalement ça passe en pré-prod, ça passe en prod, et puis on a oublié de le faire. Donc voilà, donc attention, un gros warning là-dessus. Maintenant, on va passer à l'implémentation. Donc, l'implémentation de JWT, ce n'est pas forcément qu'en PHP, ça existe dans la grande majorité des langages disponibles. On a PHP, Objective-C, Java, JS, .NET, Node.js, Go, Ruby, etc., Il y en a plus d'une vingtaine, donc je vous envoie je vous redirige plutôt vers le site officiel de JWT pour avoir la liste complète. Et vous aurez également un détail de chaque bibliothèque par langage. Donc, par exemple, on peut voir ici la librairie Spooky Labs, avec quoi elle est compatible en fait. Donc elle est compatible, on peut voir ici qu'elle est compatible avec tous les algorithmes de hachage possibles et qu'elle est également compatible avec tous les types de propriétés réservées. Donc par exemple, si on définit la propriété exp dans notre payload,
automatiquement, au moment de la signature, ce paramètre-là sera analysé en fait, et on va détecter si oui ou non notre token est toujours valable. On a d'autres bibliothèques, par exemple la Firebase, qui elle, on peut voir qu'elle ne gère pas les algorithmes de hachage en 512 bits. Donc voilà, donc ici vous avez la liste de toutes les bibliothèques en PHP, mais je vous redirige vers le site officiel encore une fois pour avoir le détail complet. Donc maintenant qu'on a vu un peu la théorie de JWT, je vais me baser sur un exemple pour vraiment rentrer dans le détail et pour vous expliquer mieux, pour mieux vous expliquer le concept. Donc on va se baser, nous, sur une application mobile, par exemple, qui va lister les news d'une société. Donc première étape, notre utilisateur, il va se connecter sur l'URL API/login avec son couple login mot de passe habituel. Donc M Dupont ABCD. Qu'est-ce qui va se passer? Côté serveur, première chose, on va vérifier que le couple est correct. S'il est correct, alors on va générer un token JWT. Et ensuite, dans la réponse, on va lui envoyer un objet avec une valeur token et ici notre XYZ qui correspond à notre header, payload et la signature. Et pour tous les appels suivants, par exemple sur API/news, l'utilisateur va s'authentifier sur le site grâce au jeton qu'il vient de recevoir. Donc dans le header HTTP, avec le header authorization, en valeur, on va utiliser le mot-clé bearer et notre payload et notre token par exemple. Donc grâce à ce biais-là, le serveur va pouvoir identifier l'utilisateur courant. La première étape, on va valider que le token est toujours valable. Est-ce que la date d'expiration est correcte? Est-ce que les données n'ont pas été altérées, etc. Ensuite, si c'est bon, on va authentifier l'utilisateur et on va exécuter sa demande. Donc du coup, ici, on va lui retourner la liste des news. Donc, vu que par défaut, JWT n'impose, il n'y a rien d'obligatoire, si on génère un token simplement, notre token n'a pas de date d'expiration. Du coup, ce procédé-là, il va être valable indéfiniment. Notre token sera toujours valable. Il faut savoir une chose, c'est qu'un token, si un utilisateur se connecte une fois et qu'il va se reconnecter une deuxième fois, il aura alors deux tokens qui seront générés, qui seront tous les deux valables. Le fait de se connecter une deuxième fois ne va jamais invalider le premier. Du coup, s'il y a une activité suspecte qui est détectée côté serveur sur un utilisateur en particulier, eh bien, on aura beau modifier ses rôles, modifier son mot de passe, modifier tout ce qu'on veut, les tokens qui ont été générés avant cette étape-là continueront d'être valides. Donc il faut faire très attention à... Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est de mettre en place cette expiration-là, parce que sinon, vous avez une grosse faille de sécurité. Donc pour gérer l'expiration, la question qu'on peut se poser, c'est quelle durée choisir. Donc il n'y a pas vraiment de durée type, ça dépend vraiment du contexte et de la criticité des données. En moyenne, on est entre 5 minutes et 1 heure. Donc plus les données seront critiques et plus l'intervalle devra être court. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'un token lorsque notre délai est expiré? Du coup, l'application va retourner une réponse en 401 pour pouvoir justement permettre au client de savoir que le délai est expiré et qu'il va falloir se authentifier à nouveau. Donc dans le cadre de notre exemple avec notre application mobile, il peut être contraignant de demander à l'utilisateur de se connecter toutes les heures. Donc là, pour ça, on a une alternative, c'est qu'on va pouvoir faire recours au refresh token. Donc comment ça marche? Notre utilisateur, il se connecte sur API/login avec son login mot de passe habituel, pas de problème. On va générer un token, mais on va également générer un refresh token. Et dans la réponse, on va lui envoyer ces deux objets. Donc notre token avec header, payload, signature, et notre refresh token, c'est un autre token aléatoire. Côté application, on va stocker ça en local, quelle que soit la manière de stocker ça. Et à un moment donné, lorsqu'on voudra récupérer les news, notre token il sera rejeté à cause d'un délai expiré. Donc là, on a une réponse 401 qui est retournée à notre client. Donc notre application, elle a reçu cette 401, elle comprend qu'il faut se réauthentifier. Donc là, elle va appeler une autre URL, donc API token refresh par exemple. Et en header authorization, la valeur bearer, elle va non pas utiliser le token qui permet d'authentifier l'utilisateur parce qu'on sait qu'il est expiré, mais elle va utiliser le refresh token, donc le 3W qu'on avait tout à l'heure. Qu'est-ce qui va se passer côté serveur? Premièrement, on va s'assurer que le refresh token est toujours valable. Donc s'il est valable, on va regénérer un nouveau token et un nouveau refresh token et on est reparti pour un nouveau tour. Donc on renvoie les deux objets à notre utilisateur. Côté utilisateur, on restocke ça en base et on est reparti.
Donc, notre refresh token, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est un token, donc une chaîne aléatoire qui sera associée à notre compte utilisateur et qui va permettre d'étendre la durée de vie de notre token. Donc, par exemple, dans le cadre de notre application, si on fait juste récupérer des news, on va pouvoir mettre un token d'une heure et un refresh token d'un mois, enfin d'une semaine ou d'un mois, enfin comme vous voulez. C'est vraiment voilà. Donc si on met un mois, l'utilisateur se connecte aujourd'hui. S'il revient dans 2 semaines, il va passer dans notre cas. Donc 400, il utilise le jeton est expiré, 401, et on revient. On appelle le refresh token. Notre refresh token est toujours valable, il est encore valable 15 jours. Donc on régénère un nouveau token JWT, un nouveau refresh token, et on est reparti pour un mois. Au-delà de un mois, passer les 1 mois, l'application elle renverra une 403 et l'utilisateur sera obligé de se réauthentifier. Donc, maintenant qu'on a vu le concept de JWT, on va voir comment on va pouvoir l'intégrer dans un projet Symfony. Donc, on va utiliser, on va profiter du composant de sécurité Guard qui a été mis en place dans la version 2.8 de Symfony. Pardon. Donc c'est le composant Guard qui simplifie le processus d'authentification. Donc là, je vais vous faire un peu réviser le Guard. Donc là, on va mettre un peu de côté tout ce qu'on vient de voir sur JWT et on rentre vraiment dans du Symfony là. Donc on a une classe abstraite qui est notre classe Abstract Guard Authenticator qui va permettre de créer, donc qui contient une méthode, la méthode Create Authentication Token, qui va permettre de gérer qui va permettre de générer notre token d'authentification, mais là on parle vraiment au sens Symfony du terme. Ensuite, cette classe abstraite, elle implémente le Guard Authenticator Interface, et cette interface-là, cette interface-là, elle contient 7 méthodes. Donc, les 7 méthodes qui seront toutes appelées les unes à la suite des autres. Donc la première méthode qui sera appelée, c'est la méthode getCredentials. Cette méthode-là, elle permet d'extraire les informations les identifiants de la requête qui pourront être passés, quelle que soit la manière dont ils sont passés, que ce soit en query string, en header, en post, voilà. Donc on récupère vraiment le login mot de passe. Deuxième méthode qui sera appelée, c'est le getUser, donc qui porte très bien son nom. On va récupérer l'utilisateur en fonction des identifiants qu'on a récupérés dans la méthode getCredentials. Ensuite, on fait appel à la méthode checkCredentials, qui, elle, va permettre de vérifier les identifiants, tout simplement. Ensuite, on a la méthode createAuthenticated token qui va permettre de générer le token d'authentification. Et ensuite, on a la méthode onAuthentication success et onAuthentication failure qui vont rendre une réponse, un objet réponse en fonction de si c'est un succès ou si c'est une erreur. Et la dernière méthode, c'est la méthode supportRememberMe qui va permettre de spécifier si l'authentification supporte la fonctionnalité se souvenir de moi. Allez donc, décidément. Oui, donc notre interface, elle étend d'une autre interface. Cette interface-là, c'est Authentication Entry Point Interface, qui, elle, possède une méthode, qui est la méthode Start. Et cette méthode-là sera appelée lorsqu'une authentification sera nécessaire, mais qui n'a pas été fournie. Voilà, donc là, on vient de réviser un peu Guard, comment fonctionnait Guard. Donc on va passer à un exemple d'utilisation. Donc je vais me baser sur l'exemple de tout à l'heure, avec notre application, qui va permettre de récupérer les news d'une société. Donc on a 3 étapes. J'ai 3 étapes dans mon exemple. La première étape, c'est qu'il va falloir que je crée un utilisateur sur mon projet. La deuxième étape, c'est la phase d'authentification où je vais dire, voilà, je me connecte avec mon couple login mot de passe, génère-moi un token. Et la troisième étape, c'est liste-moi les news. Donc je te fournis mon token, rends-moi les news. Donc première étape, je crée un utilisateur. Donc pour l'exemple, je ne me suis pas pris la tête, j'ai fait un utilisateur in-memory. Donc André, mot de passe I love webnet, en plain text. Donc voilà, rien de plus simple. Deuxième chose, je déclare un nouveau firewall donc, qui pointe bien vers mon provider in-memory. Moi, pour que ce soit simple, j'ai utilisé un form login tout simple. Et donc la particularité de mon firewall, c'est que j'aurai 2 handlers, un pour le success, un pour le failure, que je vais surcharger du coup pour pouvoir gérer moi-même ce qui va se passer en fonction de si le couple login mot de passe de l'utilisateur est correct ou pas. Donc, je vais commencer par définir mes deux services, donc Webnet Authentication Handler, Authentication Success et l'Authentication Failure. Moi, pour l'exemple, je n'ai pas spécifié d'argument, mais c'est libre à vous. Vous pouvez envoyer votre gestionnaire de log ou autre. C'est vraiment votre application, là, vous faites ce que vous voulez.
Donc, où est-ce qu'on en est? Donc là, j'ai un utilisateur qui va se connecter sur API/login. Il envoie André Webnet. Donc là, mon mot de passe, il est faux. Donc c'est le Authentication Failure Handler qui sera appelé. Ma classe, elle implémente l'Authentication Failure Handler Interface, qui m'oblige à implémenter la méthode Authentication Failure. Donc là, je vais simplement rendre une JSON response en 403 avec un message d'erreur. Donc maintenant, si je corrige mon mot de passe, donc je mets I love Webnet, qu'est-ce qui se passe? Je vais appeler ma méthode Authentication Success Handler, qui, elle, pareil, implémente l'interface Authentication Success Handler Interface, et du coup, qui m'impose à utiliser la méthode Authentication Success. Donc là, j'ai deux paramètres, donc j'ai la request et j'ai le token. Donc avec le token, j'ai toutes les informations nécessaires sur l'utilisateur qui vient de se connecter. Donc où est-ce qu'on est dans mon schéma? Donc, je viens de me connecter, maintenant il va falloir que je génère un token. Donc pour l'exemple, moi j'ai utilisé la bibliothèque Namshi José, qui fait l'affaire. Donc qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau du code? Donc j'appelle ma méthode à moi avec mon utilisateur connecté. Donc dans ma méthode, j'instancie un nouvel objet SimpleJWS, je lui définis mon algorithme de hachage, donc RS256, donc pour rappel clé publique, clé privée. Au niveau de mes payloads, je lui définis deux propriétés, donc un sub avec mon username, vu que je n'ai pas d'ID, vu que je suis avec un utilisateur in-memory, et une date d'expiration, donc là, je lui définis une date d'expiration à 1 heure. Mon token sera valable pendant 1 heure. Ensuite, je signe simplement mon jeton, et je retourne une réponse avec mon token. Donc, je retourne une réponse avec mon token. Donc, maintenant, on passe à ma troisième étape, où je vais demander de récupérer la liste des news, et du coup, je vais envoyer ce token-là, au lieu d'envoyer le couple plugin mot de passe. Donc maintenant, il faut que je fasse un nouveau service, donc un authenticator, qui va permettre justement de découper d'interpréter ce token. Donc, je définis un nouveau token dans AppBundle Security Webnet Token Authenticator. Ma classe, je la fais étendre de l'Abstract Guard Authenticator, donc du coup, qui doit implémenter les 7 méthodes qu'on a vues tout à l'heure. Donc la première méthode, c'est la méthode getCredentials. Première chose qu'on va faire, on va s'assurer qu'on a bien header authorization. Si ce n'est pas le cas, on return, et du coup, on appelle la méthode start, qui fait partie de l'interface, je ne sais plus, Abstract Guard Entry Point Interface. Donc cette méthode-là, elle va spécifier à notre utilisateur. Elle va retourner une réponse 401 à notre utilisateur en disant, voilà, j'ai besoin d'une authentification, tu ne me l'as pas fournie. En revanche, si on a bien un header authorization, on va donc explode le token par l'espace pour séparer le bearer avec le token, et on va essayer de charger notre token. On return ce tableau-là. Si c'est correct, enfin s'il n'y a pas d'erreur, ça va automatiquement appeler la méthode getUser pour pouvoir récupérer l'utilisateur. Donc notre utilisateur, ici dans le credentials, on récupère donc, le tableau qu'on vient de définir juste avant, ici là, donc token avec notre token. Et en deuxième paramètre, on a le provider, qu'on aura défini dans la conf. Donc le provider, nous, c'est in-memory. Donc on extrait le payload du token, et nous, on va s'assurer ici qu'on a bien le sub, parce que c'est la propriété qui va permettre de récupérer l'utilisateur. Donc si on ne l'a pas, on return, donc on fait appel à la méthode start, hop, on retourne 401. Par contre, si on l'a, on va utiliser notre provider, on va faire un load user by username, on va récupérer notre utilisateur. Ensuite, troisième étape, on va faire appel à la méthode checkCredentials pour pouvoir vérifier que notre token signé, les données de notre token n'ont pas été altérées et que la date de validation est toujours valable. Donc, on utilise notre clé publique pour vérifier le token. Et ici, donc si soit les données ont été altérées, soit notre token est expiré, on va retourner false. Et du coup, si on retourne false, on va faire appel à notre méthode Authentication Failure qui va retourner une réponse en 403 en expliquant pourquoi à l'utilisateur. Et si c'est bon, on va continuer, on va laisser le traitement suivre son cours et du coup, pour pouvoir retourner la liste des news par exemple. Et dernière méthode à implémenter, c'est la méthode Support Remember Me. Donc dans le cadre d'une API qui est stateless, cette méthode-là retournera toujours false parce qu'on n'en a jamais besoin. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas... Donc là, on vient de voir comment on pouvait mettre en place JWT dans un projet Symfony.
Est-ce qu'on n'aurait pas une autre solution qui serait plus simple? Alors, la réponse est oui. Il y a un bundle pour ça. Le bundle, c'est le bundle Lexic JWT Authentication Bundle. Il est basé sur une clé publique, clé privée. Il fait très bien le job, ça marche très bien. Vous pouvez aller sur la doc d'install de ce bundle-là est super simple. Il n'y a pas de problème. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il ne va pas gérer le refresh token tout seul. Pour gérer le refresh token, il y a un autre bundle, donc le GSDINE JWT Refresh Token Bundle, qui lui va faire le travail pour vous. Donc ils sont complémentaires. Par contre, le deuxième fonctionne que si le premier est installé. Donc pour conclure, donc on a pu voir que JWT n'était pas exempt de défauts, mais si on s'appuie sur une bonne librairie, si on s'appuie sur un bon système de signature, et si on s'appuie sur un bon... Enfin, si on a une date d'expiration sur notre token, alors on a toutes les clés en main pour avoir une solution robuste et fiable pour sécuriser une API web. Mais au-delà de ça, JWT ne sert pas forcément qu'à ça. Ça ne sert pas forcément qu'à sécuriser une API web. On va pouvoir trouver d'autres exemples d'usage. Par exemple, on a une, je sais pas, par exemple pour les Symfony Live, on aurait pu avoir un QR code sur notre place d'entrée qui allait contenir nos informations, donc le lieu, la date, votre nom, votre prénom, votre âge, je ne sais pas, plein d'informations. Et si les données, contenues du QR code ne seraient pas... ces données-là, elles seraient validées par une machine automatique. Et du coup, potentiellement, si elles ne sont pas sécurisées, on pourrait récupérer facilement les données, on les modifie, et du coup, on peut faire des faux QR codes. Avec JWT, on va pouvoir signer les informations, et du coup, on va permettre, on va s'assurer que les données n'ont pas été altérées. Voilà, donc ça peut être autre chose, c'est pas forcément pour sécuriser que vos API, ça peut être à plein d'autres. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Je vous remercie pour votre attention. Je ne sais pas si vous avez des questions. En tout cas, je sais que c'est l'heure de manger et je suppose que vous avez faim. Je serai disponible toute la journée au stand Webnet qui est juste à côté. Donc, n'hésitez pas.